J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise. Il ne doit plus avoir le moindre contact politique, électoral, programmatique avec la France insoumise. Dissolution de la France insoumise. Je pense que le débat doit se poser. On a la constitution de la figure politique d'un ennemi. C'est quelque chose qui devient central dans le jeu politique. Et que disait Carl Schmitt ? Il disait Merci. La définition du politique, c'est désigner l'ennemi. Schmitt, en fait, est celui qui a très clairement permis la réalisation de cette convergence entre le néolibéralisme et le fascisme. Donc je ne demande pas l'interdiction de cette manifestation. Donc elle se déroulera. Elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l'ordre public. Pendant cette manifestation, plusieurs saluts nazis ont été aperçus à différentes reprises. Ce à quoi on assiste, c'est d'une certaine manière, si on veut retenir cette formule, à la formation d'un arc néofasciste. Je suis Pierre Sauvêtre, j'enseigne la sociologie à l'université de Paris-Nanterre et je travaille sur l'histoire des idées et des pratiques gouvernementales du néolibéralisme et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Dans beaucoup de moments de la vie politique, qu'elle soit française ou internationale, on a la constitution de la figure politique d'un ennemi. C'est quelque chose qui devient central dans le jeu politique et c'est ce qui est en train de se passer. La mort de Quentin de Ranc rend visible ce phénomène de manière encore plus claire. Ce phénomène, il me semble qu'il repose d'abord sur une narration, une mise en récit qui consiste à créer des situations d'urgence. Et la création de cette situation d'urgence permet ensuite de prendre des mesures qui sapent l'état de droit, qui sont en train d'éroder, de réduire un certain nombre de droits, que ce soit des droits sociaux, des libertés civiles, ou en l'occurrence des libertés politiques, puisque dans ce cas-là, vous avez l'idée qui a été émise directement par Emmanuel Macron, d'ailleurs, que pourraient être soumis à des peines d'inéligibilité des personnes qui seraient accusées d'antisémitisme, enfin d'avoir tenu des propos antisémites. D'ailleurs, Macron a visé explicitement LFI. L'antisémitisme d'extrême gauche, qui veut substituer à la lutte des classes une supposée lutte des races. Donc, ce qui fait le lien entre les deux, c'est qu'un ennemi est visé. Ce genre de séquence, en fait, a un but très idéologique et très politique, c'est-à-dire de réduire le champ d'action, en fait, de certaines personnes qui sont considérées comme des ennemis politiques par un camp donné ou par plusieurs camps donnés. Et ce à quoi on assiste progressivement, c'est à ce que certains ont appelé une dédémocratisation. On pourrait aller plus loin, c'est que ce qui est en train dangereusement d'être érodé, c'est l'État républicain. Et c'est assez paradoxal que toute cette affaire se mène au nom justement d'un arc républicain supposé. Ce qu'on a constaté, c'est la présence, en fait, dès le départ, d'idées fascistes dans le néolibéralisme. Vous avez notamment Ludwig von Mises, qui est un théoricien, philosophe et économiste autrichien, qui écrit dès 1922 un livre « Socialisme », qui désigne l'ennemi, justement, qui critique le socialisme sous toutes ses formes pour le délégitimer. Les néolibéraux, par conséquent, partagent avec les fascistes un ennemi commun qui est le socialisme. Et en 1927, von Mises, de manière très explicite, raconte que les fascistes sont utiles pour les néolibéraux, dans la mesure où ce sont ceux qui combattent le plus efficacement les socialistes.
Et donc, il n'hésite pas à louer la grandeur du mouvement fasciste. Il pense essentiellement au fascisme de Mussolini à ce moment-là, même si il évoque aussi dans son livre déjà la figure d'Hitler qui est présente dans la scène dans la scène allemande. Il y a une autre figure qui est centrale dans cette histoire, c'est Carl Schmitt. C'est le juriste nazi Carl Schmitt qui a été membre du parti nazi. Il a eu une influence considérable. En fait, Carl Schmitt, à la fois sur l'extrême droite et également sur le néolibéralisme. Et Schmitt, en fait, est celui qui a très clairement permis la réalisation de cette convergence entre le néolibéralisme et le fascisme. Notamment, il y a une célèbre conférence de 1932, État fort et économie saine, devant un parterre de patrons allemands, dans lequel il convainc les patrons allemands que s'ils veulent continuer à faire des profits et à développer le capitalisme comme ils le souhaitent, il leur faut une conception autoritaire de l'État. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a théorisé non pas justement à la mise en place brutale d'une dictature, mais plutôt à la manière dont un État de droit pourrait être érodé de l'intérieur par justement des situations exceptionnelles qui appellent un pouvoir exceptionnel. Ce que Schmitt retient du fascisme, parce que lui aussi c'est un grand admirateur du fascisme italien, c'est la manière dont ce genre de logique a permis au fascisme de se débarrasser de ses ennemis. Et Schmitt va être repris de manière explicite par un ensemble d'auteurs assez centraux du néolibéralisme, par le courant de l'ordolibéralisme allemand, par Friedrich Hayek aussi. Il y a finalement, dans le développement des idées néolibérales, beaucoup d'éléments du fascisme qui circulent. On se retrouve aujourd'hui en France un peu avec l'ensemble de ces éléments-là qui sont présents dans la séquence actuelle. Une anecdote qui n'est peut-être pas très connue, qui pour moi est une preuve assez importante, qui a été racontée par l'avocat Arié Halimi en 2017. Emmanuel Macron avait cité Carl Schmitt en allemand. À Arié Halimi, il avait cité une phrase assez fameuse du livre de Schmitt, la première en fait phrase de ce livre, La théologie politique, est souverain celui qui décide de l'état d'exception. Et ça, c'est quand même un élément assez intéressant par rapport à ce qu'on discute, le fait que peu de temps après son élection, Emmanuel Macron est cité de cette manière-là un juriste nazi qui pendant toute sa vie ait combattu l'état de droit. Ce à quoi on assiste pour l'instant en France, c'est plutôt un processus de fascisation rampante de l'État, qui est pas achevé, qui est partiel, qui est pas au même degré qu'aux États-Unis. Il n'y a pas seulement la présence d'un néofascisme au sens où il y a des groupuscules nazis qui défilent dans les rues et font des saluts nazis. Il y a aussi la mise en place partielle d'un processus de fascisation. En somme, on est dans une séquence où c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ce qu'on appelle souvent, pour aller vite, la montée de l'extrême droite, parce que vous avez plutôt ces deux phénomènes convergents, c'est-à-dire la radicalisation du néolibéralisme dans le sens d'un néofascisme, et puis dans le même temps le retour sur la scène de l'histoire de ces groupes et de ces formations historiques comme le Rassemblement national et les groupes identitaires, plus directement héritiers du fascisme historique. Et ces deux phénomènes, en fait, sont en train de converger. Et là, cette séquence avec la mort de Quentin de Ranc rend visible ça. Ce à quoi on assiste, c'est d'une certaine manière, si on veut retenir cette formule, à la formation d'un arc néofasciste qui est en train de conduire un processus de liquidation progressive de l'État
pas républicain. Et donc, évidemment, il y a un renversement complet des termes lorsque on nous explique que c'est un arc républicain qui est en train de défendre la République contre, justement, l'antifascisme et LFI, qui serait une sorte de nouveau fascisme. Bon, là aussi, la stratégie du retournement des termes, du renversement des valeurs a toute une histoire. Elle fait partie des guerres culturelles à l'intérieur du néolibéralisme et des stratégies qu'on utilise. Le travail de ceux qui regardent objectivement la situation, c'est plutôt de mettre le doigt sur le fait que ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est la formation de cet arc néofasciste.